Bienvenue au podcast Mal à la pâte, un podcast dans lequel on reçoit des entrepreneurs d'ici qu'on est habitué de voir sur les médias sociaux, mais dont on connaît un peu moins le côté personnel. Aujourd'hui, à l'épisode, on y va dans une formule un petit peu différente où on va parler beaucoup de politique, mais toujours dans le domaine des affaires. Bonne écoute! Farnel Morcet, bienvenue au podcast Mal à la pâte. Merci de m'inviter. On est vraiment contente de te recevoir. On te voit abondamment sur les réseaux sociaux. Tu parles d'enjeux sociaux, politiques, géopolitiques, tout ça. Tu es un avocat à New York, tu es un ingénieur, tu as aussi des études en économie. Parle-nous donc de ton parcours académique qui semble, ma foi, bien garni. Garni, c'est le bon mot. Oui, j'ai fait des études en génie civil à l'Université Laval, après avoir fait primaire, secondaire, cégep à Québec. Génie civil parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie. Mon père est ingénieur et puis je regardais ce qu'il faisait. Je disais, ça a l'air cool, je pense que je pourrais bien faire ça. J'ai travaillé 5 ans dans le domaine après, en développement des affaires pour une petite compagnie à Québec, dans le parc technologique, qui avait comme des produits technologiques super intéressants. Okay. Ce qui m'a poussé ça m'a porté à faire la planète au complet. Je veux dire, j'ai fait tous les continents, à faire du développement des affaires. C'était super excitant. Mais en faisant ça, j'étais toujours en relation avec des avocats. Parce que les contrats, c'était toujours ça. Puis je regardais ce qu'ils faisaient eux. C'était toujours quelque chose qui m'avait toujours un peu intéressé, le droit aussi. Alors, j'étais allé faire des études en droit à McGill. En faisant mes études en droit, j'ai aussi fait une session où j'allais chercher une mineure, l'équivalent d'un certificat en économie. Travaillé 6 ans en tant qu'avocat à New York. Je précise toujours, je ne suis pas membre du barreau du Québec, c'est pour ça que je le dis. Là. De là, j'ai quitté il y a à peu près 2 ans pour aller faire une maîtrise en philosophie des sciences sociales et de l'économie à la London School of Economics à Londres. Et puis maintenant, ça fait à peu près 9 mois que je suis de retour à Québec. OK, c'est quand même récent. C'est quand même récent, oui. Et puis maintenant, mon métier, je suis encore avocat, mais je travaille à distance pour le même cabinet où je travaillais. Ouais. Mon Dieu, j'ai tellement de questions. Puis là, tu dis, tu travailles encore pour le cabinet à New York. Qu'est-ce qui t'a donné un déclic de revenir ici à Québec? Il y avait beaucoup de choses. En premier, je savais que j'allais à New York dans un objectif de revenir, que je ne voulais pas m'installer de façon permanente là-bas. Réalisation que c'est confirmé assez rapidement à New York. New York, j'ai adoré mon temps à New York. L'énergie à New York est incroyable. Mais c'est pas une place où c'est facile d'élever des enfants, avoir une famille. Puis, je sais pas encore si je veux aller dans cette direction-là, mais peut-être. Je veux au moins avoir l'option. Et je me sentais loin aussi des miens. Et en même temps, je sentais une certaine dette morale envers le Québec. Je veux dire, j'ai quand même investi beaucoup d'argent à me former. Dans tes nombreux choix d'études. C'est ça. Je veux dire, je réalisais, j'étais à New York, j'étais à côté de quelqu'un d'autre qui faisait exactement le même métier que moi, le même travail que moi, mais que lui, il avait 350 400 000 $ de dette d'études. Moi, j'en avais aucune. Parce que très rapidement, j'ai été capable de repayer mes prêts et bourses québécois qui étaient risibles comparé à ce qu'eux avaient. 100%. Mais ça, pour moi, ça venait avec une obligation de contribuer. Une dette morale. Une dette morale, exactement, de contribuer, de participer. Et puis, c'est un peu ça qui commençait à me gratter. Puis en même temps, il y a plusieurs événements déclencheurs, mais un d'entre eux que je m'en rappelle très bien, c'est en allant travailler. Je vivais dans, ceux qui connaissent Manhattan, je vivais dans le Hell's Kitchen, qui est un peu juste à l'ouest de Times Square, et je travaillais dans le New York Times Building, qui est juste un peu au sud, dans le coin de la 42e rue. Alors, je passais devant et à côté du Port Authority, qui est l'espèce de grosse station d'autobus. C'est comme le point d'entrée pour tout le monde qui ne rentre pas par train, essentiellement. Et il y a énormément de sans-abri qui vivent là. Des personnes en situation d'itinérance, qui ont souvent des problèmes de santé, toutes sortes de choses. Et c'est un matin, en allant travailler, je me suis comme senti faire une grosse enjambée toute seule, automatiquement. Et en me virant de bord après, je réalisais que j'avais marché par-dessus quelqu'un, sans même le réaliser. C'était rendu un automatisme. Et c'est là que j'ai réalisé que si je restais trop longtemps, j'allais devenir quelqu'un que j'aimais pas. Alors qu'il était le temps de quitter. Mon Dieu, je ne vais pas quitter tout de suite. J'ai passé un an et quelques à Londres. Faire les démarches. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ça a pris un peu de temps, mais ça a été un des moments déclencheurs pour réaliser qu'il était le temps que je revienne au Québec où la société est un peu meilleure. Pas parfaite, mais un peu meilleure. Ça paraît beaucoup dans tes vidéos, tu sais, ton sentiment de proximité avec les enjeux sociaux, que ce soit au Québec et ailleurs. Tu en parles justement à New York. Tu as dit, ouais, ça
ça n'a pas de bon sens de faire ça sans m'en rendre compte. Mm. Ça devient d'où cette valeur-là? Est-ce que tes parents étaient dans le communautaire, dans le social? Comment tu as développé cette valeur-là aussi profondément? Des valeurs sociales du genre, je pense que ça vient très largement du milieu social dans lequel on grandit, de nos parents, surtout de notre famille. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents pour qui c'était très, très important s'occuper des autres, s'occuper de ses voisins. Puis ces gens-là sont nos voisins. Je veux dire, on n'est pas différents d'eux. Mais mes parents, mon père est ingénieur, ma mère est enseignante à la retraite aujourd'hui, mais ça a été sa carrière au complet dans le monde de l'éducation. Ce qui est peut-être aussi pourquoi j'ai moi-même un penchant favorable à tout ce qui est éducation au sens très large. Mais c'était surtout des gens pour qui l'implication communautaire, c'était très important. C'était toujours des gens qui, en plus de leur travail à temps plein et je veux dire, c'est quand même gros avoir des enfants, trouvaient toujours du temps pour s'impliquer dans leur communauté de façon différente, avec toutes sortes de projets, d'idées quand c'était possible pour eux. Dirais-tu que c'est des gens qui étaient comme un peu activistes à leur manière ou... À leur manière, je ne sais pas si je dirais... Ouais, peut-être activistes, mais c'était plutôt des gens qui... Et c'est encore, je parle au passé, là, ils sont encore, et ils le font encore d'ailleurs aujourd'hui, des gens pour qui... C'est des gens qui réalisent que l'espèce d'expression, ça prend un village pour élever un enfant. Ben, à l'inverse, ça veut dire que le village a une responsabilité envers tout le monde. Et je pense que c'est beaucoup ça qui anime leur passion. Ce n'est pas des gens nécessairement qui ont une cause en tête, mais c'est des gens pour qui c'est très important de s'occuper de son monde, de ses voisins, de sa famille, dans la mesure qu'on est tous capables de faire. Oui, je comprends. Puis pour quelqu'un qui a été élevé à l'île d'Orléans, qu'est-ce qui t'a amené à quitter? Parce que justement, si tu étais proche de ton village et de tes gens autour et tout ça, qu'est-ce qui t'a amené à aller aussi loin? Il y a plusieurs choses. Je m'en cache pas et j'ai pas honte de le dire. Le salaire à New York est démesuré comparativement à ce que j'aurais pu gagner à faire exactement le même métier à Québec ou à Montréal. Et c'était un gros facteur dans ma décision. Mais c'était pas le seul. Je ressentais un besoin de quitter un peu pour toutes sortes de raisons. Une d'entre elles, c'est que je viens d'une famille bilingue et biculturelle, on pourrait dire, parce qu'il y a une différence culturelle entre les communautés anglophones et les francophones au Québec. Et alors, vivre un peu avec un pied dans chaque monde pendant toute ma jeunesse, mon adolescence, les premières années de ma vie adulte, j'ai eu un intérêt à quitter un peu. Puis des fois, il faut être loin. Vivre une autre partie un peu de toi, une partie d'identité. Je dirais que c'est plus vraiment... Des fois, il faut que tu sois loin de quelque chose pour le voir dans son ensemble. Et puis, alors, voir le Québec de New York, voir le Québec de Londres, c'est sûr que ça donne une perspective qui est différente. Oui, clairement. Comparative aussi, peut-être. Oui, comparative. Quand on vit ailleurs, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis ou qu'on présume que c'est juste comme ça. Que ailleurs, c'est pas nécessairement comme ça. Puis là, je veux dire, j'ai pas vécu au Laos. New York, Londres, c'est pas des sociétés fondamentalement différentes. Exactement. C'est très, très similaire à chez nous, mais il y a des petites différences qui sont juste assez pour te faire dire, on a fait des choix sociaux différents. Et c'est des choix parce qu'il y a d'autres sociétés qui sont organisées de façon différente, qui fonctionnent aussi, mais qui ne fonctionnent pas de la même façon. Alors ça aussi, ça m'intéressait, je voulais voir ça. Et il y a un côté d'égo là-dedans aussi. Oui. Je veux dire, est-ce que je suis capable d'aller aussi loin? Oui, quand j'expliquais ma décision d'aller à New York à mes collègues, par exemple, ou à ma famille, c'était, si tu vas jouer au hockey, tu veux jouer dans la Ligue nationale. Et puis, en droit des affaires, qui était mon domaine, ce que je voulais faire, la Ligue nationale, elle est à New York. Alors, c'est un peu pour ça que je suis allé là. Ça a-tu bien été, le démarchage, pour te trouver un emploi à New York? J'ai été recruté. T'es recruté? J'ai été recruté quand j'étais encore aux études à McGill. Il y a quelques cabinets, il y en a plus aujourd'hui, mais à l'époque, il y en avait à peu près 6 qui venaient recruter à McGill, qui avait tout un processus. Alors, je passais à travers le processus et j'ai été recruté. Puis comment ça fonctionne? Est-ce que c'est par tes notes? Est-ce que c'est par des rencontres, par exemple, ils se sont rendus compte que, oh mon Dieu, il y avait un intérêt pour toi, ta personne, ton bagage? Comment ça fonctionne? C'est une combinaison. Pour ceux qui connaissent ça, au Québec, il y a la course aux sages. Ça ressemble un peu à ça, mais je dirais avec beaucoup plus de flexibilité. Essentiellement, les cabinets contactent l'école et disent on est intéressé à rencontrer vos candidats. Alors, la première étape, c'est chaque personne qui est intéressée envoie son CV, son relevé de notes, quelques lettres de motivation à tous les cabinets. Et puis, de là, il y a un premier tri qui se fait. Si tu es sélectionné,
il va y avoir une phase d'entrevue qui c'est hyper rapide. C'en est quasiment absurde, c'est 20 minutes. Wow, OK. Alors, Speed. speed dating. C'est exactement ça. C'est du speed dating, mais l'enjeu, c'est le début de ta carrière dans le cabinet à New York. Alors, j'imagine que c'est un peu le rêve de tous les étudiants de plusieurs, oui. Pas tous, non? Parce qu'il y en a beaucoup pour qui aller à New York, c'est quand même loin, je comprends. Mais oui, c'est un processus qui est très, très compétitif. Il y a beaucoup plus de gens qui commencent le processus qu'il y en a qui terminent. Mais ouais, alors il y a une espèce de speed dating de 20 minutes avec chaque cabinet. Après ça, à la fin de la journée, généralement, tu sais déjà si tu es passé à la prochaine ronde. La prochaine ronde, c'est là tu vas à New York. Puis là, c'est quand même le fun, c'est le cabinet qui paye. Il paye ton billet d'avion, il paye ton... C'est impressionnant quand même. Ouais, ben, c'est là que ils veulent te vendre. Ben oui, mais c'est ça, c'est que tu réalises que, OK, maintenant, tu es quelque chose qui vaut potentiellement beaucoup d'argent pour eux. Alors, l'économie devient un peu intéressante. Et puis là, tu passes une journée, ou généralement une demi-journée ou une journée complète au bureau. Encore une fois, à faire du speed dating, mais là, au lieu d'être des gens de cabinets différents, tu vas parler à 4 à 8 ou 12 exactement collègues potentiels qui vont chacun après ça te coter, ils vont se parler entre eux. Et puis, moi, dans mon cas, dans chaque cas où je passais à la ronde des entrevues dans les firmes, en dedans de 24 heures, je savais si j'avais une offre ou non. J'ai eu quelques offres, j'ai été chanceux là-dessus. Puis après ça, il y a une période de 30 jours. Choisir. Ben, c'est ça, tu as 30 jours pour choisir. Alors là, ils déroulent le tapis rouge. Là, ils disent, veux-tu revenir à New York, on te paye, on va aller à tous les meilleurs restaurants. Exactement. C'est à qui tu veux parler, il n'y a pas de problème. Puis finalement, j'ai choisi le cabinet où j'ai travaillé pendant 6 ans ou pour lequel je travaille encore. Puis tu dis, le salaire a été un des éléments qui t'a attiré vers le droit à New York, mais avec le coût des logements beaucoup plus dispendieux qu'ici au Québec, est-ce que c'est quand même beaucoup plus profitable d'aller pratiquer à New York? Oui. New York est une ville d'extrême. Il y a l'extrême pauvreté et l'extrême richesse qui se côtoient. Tu as l'extrême droite et l'extrême gauche. Toutes les extrêmes sont toutes mélangées ensemble. Mais si tu es riche à New York, tu es très bien. Ouais. Alors, même si le coût de la vie est plus élevé, je veux dire, les salaires sont... Oui, le coût de la vie est le double, mais les salaires sont 4 fois. Okay. Alors, ça revient... Le calcul est quand même assez avantageux. Puis... mon chum est un très, très, très grand fan de Suits. Il l'écoute comme un podcast. Il l'écoute en permanence. Je pense que ça fait 12 fois qu'il recommence au complet. Puis il voulait absolument que je te demande, parce que tu as déjà dit dans une vidéo que ça ressemblait un peu à ça, ta job. Ben, physiquement, ça ressemble à ça, oui. Je veux dire, la mécanique de la chose ressemble à ça, c'est vrai. Oui, les bureaux ressemblent réellement à ça. Oui, avant la pandémie, oui, on arrivait habillés comme ça. Après la pandémie, le code vestimentaire s'est relaxé beaucoup. Mais oui, j'allais au bureau habillé comme ça. Oui, c'est vrai qu'on travaille jusqu'à minuit, 2 heures du matin. Oui, ça m'est arrivé la fin de semaine d'aller cogner à la porte de quelqu'un parce qu'on ne veut pas le trouver, on a besoin de sa signature. Ça c'est vrai. Les salaires sont extrêmement élevés aussi. Ce qui n'est pas vrai, c'est que ce n'est pas une ambiance où tout le monde essaie de se rentrer dedans puis de se trahir. C'est extrêmement convivial. En tout cas, peut-être que moi, j'ai été chanceux, mais je suis tombé dans un bureau où l'ambiance était environnement de travail. Très, très bon environnement de travail. Très exigeant, c'est très compétitif. Il faut toujours que tu sois à ton meilleur. Mais c'est pas quelque part... C'est arrivé 2 fois que quelqu'un me crie après. Puis dans les 2 cas, c'était des personnes qui étaient sur le bord du burn-out. Et puis, c'est des problèmes médicaux. Oui. Alors, c'est pas le drame qu'on voit, mais tout le reste de la parure, là, c'est... Le glamour. Ben oui, tu sais, je veux dire, oui, là, j'allais manger dans les meilleurs restaurants avec des clients qui avaient des milliards de dollars en jeu, qui prenaient la facture puis qui ne regardaient même pas. Là. C'est la réalité aussi. Puis là, concrètement, vraiment, puis toi, concrètement, tu es à Québec, comment ça se traduit ton travail? Est-ce que tu vas quand même à l'occasion à New York? Comment ça fonctionne? Oui, je vais encore à New York à l'occasion. Je suis avocat à contrat. Alors maintenant, essentiellement, je choisis quel mandat je veux prendre. Et puis, ça me donne une énorme flexibilité, puis ça m'enlève beaucoup aussi de la pression parce que je suis juste payé quand je travaille. Alors, je n'ai pas comme de sentiment de honte à recevoir un salaire à rien faire quand je décide de ne pas prendre de mandat. Ce qui me donne beaucoup, beaucoup de flexibilité. J'essaie de toujours en garder au moins 1 ou 2 actifs parce que j'aime le défi, j'aime mon travail. C'est vraiment ça qui est difficile pour beaucoup de personnes à comprendre parce que c'est un domaine hyper compétitif, hyper exigeant, mais
Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui comprennent cette réalité-là. Je pense que oui. Ça correspond beaucoup à ce qu'on entend souvent de l'entrepreneuriat. La passion, le dévouement, la capacité. Est énorme. Et savoir que justement, de l'autre côté, parce que je fais du droit transactionnel, je ne vais pas au tribunal ou rien, c'est vraiment, je négocie des contrats. Savoir que de l'autre côté, c'est les meilleurs au monde. Qui, eux, jouent avec eux. C'est ça. Ouais. Et justement, je joue avec eux. Je suis encore dans la Ligue nationale. C'est le fun. Proche de ta famille. Ouais. Et avec après ça, une belle qualité. Exactement. Je décroche puis je m'en vais jouer au Nintendo avec mon neveu. Là. C'est le fun. Moi, je me demande, est-ce que ta firme pour laquelle tu travailles est au courant que tu es quand même très actif sur les réseaux sociaux, que tu fais de l'information? Oui, ils le savent. OK. Eux, ils trouvent ça juste cute qu'il y a des francophones. Genre, c'est vraiment ça. Parce que, évidemment, tous les grands cabinets ont des politiques sur l'usage des médias sociaux par leurs avocats parce qu'ils ont des enjeux réputationnels, des enjeux de responsabilité professionnelle aussi qui sont totalement normales. Alors, quand j'ai commencé, quand ça commence à prendre de l'ampleur, j'ai contacté les ressources humaines. J'ai pris conscience de tout ça. Voici, je vais essentiellement juste parler d'enjeux, je vais viser les Québécois, le Québec, je vais parler en français. Puis la réponse était « Ah, je savais pas qu'il y en avait tant des francophones. » Alors, j'étais comme « OK. » Alors, eux, ils sont au courant, ça les dérange absolument. Mais de toute façon, étant donné que c'est à l'étranger pour eux, j'imagine que ça les impacte comme moins. Même si ça arrivait qu'il y avait une polémique ou quoi que ce soit, j'imagine que ça se rendrait pas jusqu'à la réputation du cabinet, par exemple. Non, je pense pas. Puis je pense que c'est justement ça qui leur donne la confiance. Ouais, c'est ça. Eux sont tellement éloignés. Quand je suis revenu au Québec après ma maîtrise à Londres, j'ai fait le tour, j'ai fait des entrevues avec plein de cabinets à Québec, à Montréal, et ils m'ont à peu près tous dit la même chose, qu'ils aiment vraiment mon profil, que je pourrais avoir un emploi, s'il faudrait que je passe le barreau du Québec, tout ça, mais il n'y a pas de problème. Mais qu'il faudrait que j'arrête essentiellement de faire des vidéos comme je les fais présentement. Parce que tu faisais déjà des vidéos quand tu es allé faire la maîtrise. Oui, j'avais déjà commencé. Ça faisait 2 ans, déjà presque 3 ans que j'en faisais. Fait que ça fait à peu près 4 ans, total? Ça fait 4 ans que j'ai commencé. Ça a été quoi ton déclic pour commencer les réseaux sociaux? J'ai toujours été intéressé par la communication en général. J'écrivais, quand j'avais, je pense, 16 ou 17 ans, j'avais commencé une petite chaîne YouTube qui est allée de nulle part, mais ça avait vraiment été le fun. Mais le vrai moment de déclic pour moi, ça a été le 6 janvier 2021, qui est la journée où les partisans de Donald Trump ont pris d'assaut le Capitol. Puis là, je sais qu'il y a plein de gens qui ont vu plein de choses différentes là-dedans, puis je ne veux pas refaire tout le litige sur ce qui s'est passé cette journée-là. Mais moi, ce que j'ai vu, c'était un bris dans les discussions sociales, un bris dans la culture civique qui menait potentiellement à de la violence. Puis ça, c'est très grave. Il faut quand même réaliser que quand on ne croit plus aux règles du jeu, tout ce qui reste à faire, c'est se battre. Et puis, ça commence. Je voyais ça commençait. Puis ça commence comme ça. C'est pas du jour au lendemain qu'on tombe dans la grande violence. Ça se fait par petites étapes. Et en voyant qu'il n'y avait plus un accord commun sur les règles du jeu, ça commençait, je savais qu'au Québec, on n'était pas à l'abri de ça. Ouais. Puis même... Si on le voyait proche. C'est ça, c'est que c'est proche, ça s'en vient. On a généralement 5 à 10 ans de recul sur les États-Unis, mais notre système politique à nous est beaucoup plus vulnérable à une espèce de prise de contrôle par un mouvement du genre. Et je voulais participer à la création. C'est fondamentalement la seule défense qu'on a contre ça. Puis là, je ne parle pas d'une défense contre le conservatisme ou contre le trumpisme ou quoi que ce soit. C'est une défense contre le bris social qui mène à la violence. La seule défense qu'on a contre ça, c'est une culture citoyenne qui est forte, qui est riche, qui comprend les règles du jeu. Et que j'avais, c'est là qu'on a parlé de l'obligation morale, je sentais une obligation morale de participer à ce processus-là. Je ne pense pas que c'est moi tout seul qui va faire tout le travail, mais si moi je fais ce que je peux, puis si tous les autres font ce qu'ils peuvent, on va être correct. Oui, parce que tu es devenu, avec le temps, avoir une influence quand même importante sur l'information des gens. Puis aussi, on l'a vu avec le fait que, bon, les médias traditionnels sont beaucoup moins présents, mettons, sur les réseaux sociaux et tout. Fait que, parce que je sais que tu as une mission par rapport à ça. Ça fait partie de ton devoir d'informer, dans le fond. C'est comme ça que toi, tu vois ça? Je le vois comme un devoir de vraiment juste de participer à une culture citoyenne. Puis il y a plein de façons différentes de faire ça. Moi, la façon que je pouvais le faire, parce que j'ai commencé, je vivais encore à New York. Alors, j'ai commencé
Évidemment, je ne pouvais pas aller à une soupe populaire, c'était un peu loin. Ouais. Mais les médias sociaux me donnaient cette possibilité-là de parler directement. Les algorithmes sont très bons à trouver la foule intéressée par ça. Alors, surtout que moi, c'était francophone, les surtout, algorithmes ouais. sont très bons avec... Ils sont très, très ouais. bons. C'est pas pour rien, je pense que quelque chose comme 87%, j'ai lu la statistique, 87% des Québécois qui sont sur TikTok consomment du contenu francophone. Ce qui veut dire que TikTok est maintenant le vecteur, TikTok et Instagram et les autres sont maintenant les vecteurs de culture francophone premiers pour les 35 ans et moins, ce qui est quand même, je veux dire, c'est intéressant à voir. Et j'ai vu cette possibilité-là. J'ai été chanceux de le voir assez tôt. TikTok est encore très nouveau, puis c'est sur TikTok que j'ai commencé. Mais ouais, moi, au début, c'était d'essayer, mon objectif, c'était si je peux aider 200 ou 300 personnes par jour à avoir une réflexion sociale, je vais être content. Et puis, moi, où est-ce qu'elle est mes connaissances, mon expertise? Bon, ben, j'ai commencé à parler de projets de loi, j'ai commencé à parler de principes juridiques, de droit, c'est quoi la liberté d'expression? Pourquoi on a la liberté d'expression? C'est quoi la démocratie? Pourquoi on veut la démocratie? C'est ça des choses qu'on se fait un peu inculquer à la jeunesse, mais qu'on ne se le fait jamais réellement expliquer. Ouais. Et ça a commencé comme ça, ma contribution. Parce que maintenant, justement, tu as beaucoup d'influence. Est-ce que tu regardes un peu les statistiques ou... Ah oui, maladivement. Ah ouais? Oui, ben c'est ça aussi, je peux pas m'en cacher. Là. Il y a évidemment un élément d'ego à décider que la façon qu'on va contribuer au bien-être de la société, c'est de mettre son téléphone à ça de sa face. Ouais. On peut pas vraiment s'en passer. Je peux pas nier cette réalité-là. Ça me donne une obligation de faire, c'est d'en prendre conscience et de m'assurer que ça devient jamais ça la raison d'être. Que c'est le moteur, mais c'est pas le véhicule au complet, c'est pas le volant, l'ego. Puis j'imagine que plus tu fais de vidéos, plus la visibilité est grande, ce qui a un impact très positif pour la société. Tu vulgarises aussi très bien les enjeux socio-économiques là, dans lesquels on est présentement. Est-ce que tu te donnes une pression de dire je dois raconter une nouvelle par jour ou 5 par semaine? Est-ce que tu as un objectif quantitatif? Non, parce que ça reste fondamentalement pas mon métier. Ma job, c'est pas ça. C'est quelque chose que je fais. Avant, je disais par hobby, mais je commence à réaliser que c'est plus ça. C'est plus ça. Et je veux dire, je le disais, puis j'ai réalisé aussi quand je le disais, ça tendait à chicoter des personnes qui en font une profession. Et je respecte énormément les gens qui choisissent de faire ça professionnellement parce que oui, c'est un métier. Ces gens-là devraient être bien payés, mais c'est aussi une vocation. Et j'ai réalisé que quand je disais que c'était un hobby, je faisais peut-être un peu à la légère les gens qui avaient décidé de dévouer leur vie à ça. Alors, je dirais que c'est plutôt... c'est une mission personnelle, mais qui ne m'engage pas de la même façon qu'un contrat de travail, par exemple. Je comprends. Alors, je ne me donne pas d'objectif, je ne me donne pas de mission. Je ne vise pas en faire 5 par semaine, je n'ai pas de chiffre en tête. J'en fais quand j'ai quelque chose à dire. Et puis, je pense que justement, pas avoir de sentiment de dire ça fait 2 jours, je n'ai pas fait de vidéo, il faudrait que je fasse quelque chose. Ça m'enlève la possibilité de dire je vais juste dire quelque chose pour dire quelque chose. Puis quand on commence à parler pour parler, je pense que c'est là qu'on se retrouve. Puis de toute façon, j'imagine que ça te permet aussi de garder une certaine passion ou une certaine appréciation de faire des vidéos si, justement, tu parles quand tu as envie de parler ou quand tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire. Oui, c'est ça. Je me donne et je protège cette liberté-là de dire j'ai rien à dire là-dessus. Aujourd'hui, j'ai rien à dire. Et puis, c'est correct. C'est quoi tes principales sources d'informations pour toi? J'ai beaucoup d'alertes sur mes courriels. C'est sûr que les grandes chaînes de nouvelles, Radio-Canada, Le Devoir, je veux dire, la presse au Québec, le Journal de Montréal, le Journal du Québec. À l'international, la BBC est très bonne. Al Jazeera, pour tout ce qui se passe au Moyen-Orient, est très bon. Beaucoup de médias en France aussi que je vais suivre. Alors, je me suis fait une espèce d'écosystème d'alerte que je vérifie un peu, encore une fois, peut-être maladivement, un peu trop souvent. Mais le plus possible, j'essaie d'aller chercher, quand c'est possible, des sources premières. Puis ça, les sources premières, c'est pour un projet de loi, je vais lire le projet de loi. Pour un règlement, je vais lire le règlement. Et en commençant là, je trouve que ça court-circuite un problème qu'on a dans beaucoup de nos discussions, surtout sur des questions politiques, où un article qui va parler d'un projet de loi va en réalité parler de la réaction d'un politicien à la réaction d'un autre politicien à ce qui s'est fait dire à propos d'un projet de loi par un tel. Je trouve que une chose que les médias pourraient faire, surtout les médias écrits, pourraient très facilement faire aujourd'hui, c'est finir un article avec « Et pour lire le projet de loi, voici le lien ». C'est juste ça serait déjà quelque chose. Là, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui a les capacités de lire un projet de loi. C'est quand même écrit d'une façon un peu technique. Mais je crois que beaucoup de gens seraient surpris
à réaliser que c'est pas si compliqué que ça de lire un projet de loi. Puis souvent, je sais que ça peut varier, mais tu sais, des projets de loi où j'imagine c'est plusieurs dizaines, vingtaines de pages. Il y en a qui font 200 pages, il y en a qui en font 6. Puis est-ce que toi, tu dis, quand il y en a qui sortent, je m'assure de les lire, tout ça, c'est énormément de lecture. Le droit, c'est énormément de lecture. Est-ce que tu t'aides avec l'intelligence artificielle de mettre ça là-dedans puis de faire des résumés ou vraiment tu lis chacune des phrases? J'y ai jamais pensé. Je devrais essayer. j'ai encore trop peur d'une hallucination. De mettre... On n'est pas à l'abri d'une hallucination. Non, c'est ça. De mettre quelque chose dans le chat GPT ou un autre puis de lui demander, fais-moi un résumé. J'ai juste trop peur qu'il y ait quelque chose de pas correct. Alors, je les lis moi-même. C'est quand même time consuming. Combien de temps? Parce que là, tu as ta profession à temps plein, j'imagine. Oui. Parce que tu parlais tantôt là, que tu étais plus à contrat maintenant, aujourd'hui. Est-ce que tu as réussi à diminuer un petit peu ta charge de travail, mettons, pour... Oui, je fais plus le 120 heures semaine que je faisais à New York. Tu considérais que c'est combien de temps à peu près dans ta semaine, ton travail? Ça varie énormément selon les contrats. Je veux dire, présentement, cette semaine, ça va être moins de 10. Mais j'ai eu des semaines où c'était 55, 60. Mais j'essaie de garder ça. Je vise 20 à 25 heures semaine. Ah, wow, OK. Mais c'est tellement variable. Combien de temps considères-tu que tu passes justement à faire ta recherche, t'informer, faire les vidéos? C'est probablement un autre 20 heures, 20-25 heures semaine. Ça aussi, tu réussis à avoir une certaine balance quand même entre les deux. Moi, je préfère parler d'intégration que de balance. Mais j'ai le luxe de faire ça parce que, je veux dire, j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille. J'ai de la famille. Mais je veux dire, j'ai pas d'obligations familiales qui sont fixes et prioritaires en tout temps. Alors... Je préfère faire une intégration entre tous les aspects différents de ma vie. Mais j'aime ça, le terme intégration. Tu vois, c'est la première fois que j'entends ce terme-là pour avoir une balance. Est-ce que tu veux nous en dire davantage sur comment toi, tu définis cette intégration? Oui, c'est que je passe beaucoup d'une chose à l'autre selon mon intérêt. Alors, réviser un contrat de 300 pages, c'est sûr que je ne vais pas faire ça assis en une shot. Je n'ai pas la capacité mentale de faire ça. Alors, je vais le faire jusqu'à ce que je chante, bon, là, j'ai plus de jus, alors je vais me lever, je vais faire autre chose. Puis, est-ce que ça va être autre chose? Ça va peut-être tourner un vidéo sur un sujet qui me vient déjà assez bien. Ça va peut-être être écrire, ça va peut-être être sortir, faire un petit 20 minutes de course juste pour me changer les idées. Mais cette espèce de changement constant-là d'une chose à l'autre, ça me permet de t'énergiser d'une certaine exactement, manière. La variété, c'est vraiment ça qui me garde intéressé. Et comme je disais, c'est une situation que moi, je peux faire présentement parce que j'ai pas d'enfants, parce que j'ai pas de parents malades qui ont besoin de moi. Mais tu t'es mis dans cette situation-là aussi, justement, en diminuant peut-être tes heures au travail et tout ça. Puis tu as cette capacité à faire cette intégration-là aujourd'hui qui me semble très saine. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours été capable de mettre en place ou est-ce qu'à un moment donné, dans ton parcours, il y a une fracture, tu t'es dit, il faut que je change, mettons, mon mode de vie ou mon quotidien pour que ce soit plus sain, justement? Parce que tu me parles de 120 heures, ça me semble... ça met une grosse pression quand même sur la machine humaine. Oui, c'est sûr. Quand je me souviens, quand j'étais à New York, je disais à la blague avec mes nouveaux collègues qui, eux, sortaient directement de l'université, qui frappaient les mêmes murs que tout le monde, que tu sais, fondamentalement, le droit corpo à New York, ça carbure sur l'ego et les problèmes de santé mentale. Puis je disais ça à la blague, mais il y a une certaine vérité là-dessus. Alors, il faut vraiment faire attention. Et on est obligé de se développer des mécanismes, des systèmes, parce que sinon, on ne t'offre pas. Parce que sinon, je veux dire, en tout cas, je retourne à New York. La moyenne, c'est 3 ans avant que les gens quittent parce qu'ils sont juste plus capables. Des cabinets, ça? Des cabinets. Alors, en moyenne, un nouvel avocat qui vient de sortir de l'école, qui vient de passer son barreau, va t'offrir à peu près 3 ans. C'est comme une période où, justement, tu te prouves, tu bâtis un peu ta notoriété dans le milieu, puis après... Après, tu sors ou tu décides de continuer. Mais il n'y a pas eu... Je me suis jamais comme assis à essayer de faire un plan de vie à comment je vais trouver, comment je vais être capable de tout gérer ça. Ça s'est juste fait un peu tout seul. Oui, naturellement. Et je suis juste chanceux. On un petit peu. On a moins de facilité à récupérer, si je peux dire. Oui, et puis on devient de plus en plus confortable à dire non à des choses aussi. Au début, quand tu es plus confiant dans ta capacité, dans tes connaissances. Puis, tu dis qu'actuellement, tu fais environ le même nombre d'heures pour ton travail pour lequel tu es payé, avocat à New York et la création de contenu. Est-ce que tu as des retombées économiques par rapport à ça? Ou? Ça me coûte extrêmement cher à chaque année. Moi, j'ai fait moi, c'est un choix. J'ai choisi de pas
vivre de ça. J'accepte de temps en temps des contrats qui sont payants, mais je le fais plus dans une optique de laboratoire. Tu sais, je suis toujours curieux de voir comment ça fonctionne. OK. Et je suis aussi très conscient je ne veux pas déprimer le marché parce qu'il y a des gens qui vivent de ça. Et c'est légitime vivre de ça. Et s'il y a quelqu'un comme moi qui est indépendant financièrement parce que j'ai un autre métier qui est très, très bien payé, qui décide de tout faire gratuitement, ben, je suis en train de réduire la valeur de ce travail-là pour les autres personnes qui voudraient le faire aussi. Alors, quand je fais des mandats qui normalement devraient être payés, j'accepte l'argent aussi pour la même raison. Mais j'ai décidé que je ne voulais pas en vivre. Puis la raison que je ne voulais pas en vivre, c'est que je pense que ça changerait ma relation au travail que je fais si je viens en avoir de besoin pour avoir des revenus. Présentement, parce que ce n'est pas ma source de revenus, j'ai le luxe de passer 8 heures à lire un projet de loi au complet pour finalement arriver à la conclusion que, ben non, finalement, il n'y a rien là-dedans, ça vaut, je n'ai pas besoin d'en faire. Ou de décider qu'aujourd'hui, je vais parler d'un sujet hyper précis qui va juste intéresser 200 personnes dans le Québec au grand complet, mais ces 200 personnes-là vont avoir un super bon contenu, quelque chose qui va être intéressant pour eux. J'ai ce luxe-là qui vient du fait que je n'ai pas besoin de ça pour mes revenus. Puis est-ce que tu penses qu'à moyen long terme, une carrière en communication, information, ça pourrait t'intéresser? Ça reviendrait à trouver une façon de justement que ça affecte pas la qualité de ce que je fais. J'ai l'impression que si je devenais un professionnel à ça, je suis quelqu'un de très compétitif de nature, je voudrais devenir le meilleur. Je voudrais être celui qui est le plus vu, celui qui est la référence, la ressource, le plus whatever. Et je pense que quand on tombe là-dedans, surtout quand on est en communication, on perd une partie de notre authenticité. Et j'ai peur que si ça arrive, ben, les gens vont très vite sentir que je suis plus dans un mode qui a attiré leur attention au début, que je suis plus dans cette espèce d'authenticité-là. Je dis pas, je ferme pas la porte à l'idée, mais c'est juste que j'ai un travail moi-même mental à faire avant de me rendre là. Présentement, ma compétitivité, mon exutoire pour ça, c'est ma job. Ah, clairement, je comprends. Tu es très compétitif, de ce que je comprends. Est-ce que les réseaux sociaux, tu te mets toi de l'avant dans ton travail, c'est un travail qui est quand même exigeant. Est-ce que ça vient avec des enjeux de santé mentale pour toi? Ah, oui, énormément. Je parlais justement de l'ego tantôt, de s'assurer que l'ego reste un moteur, mais pas le volant. Je pense que c'est beaucoup ça. Après avoir publié, c'est pas tous, mais après avoir publié certaines capsules, je suis inutile pendant 1 heure après parce que je suis tout le temps en train de refresh, voir c'est quoi les premiers commentaires, comment ça passe, c'est quoi la vélocité. Alors, je sens que cette bête-là, si j'étais à la nourrir, elle prendrait le dessus très facilement, très rapidement. Puis c'est une des raisons pourquoi j'ai un petit bémol à ne pas vouloir en faire. C'est un peu le côté pervers, justement, des médias sociaux. C'est ça. Puis ça me permet aussi parce que c'est pas mon gagne-pain, c'est pas mon métier, j'ai pas décidé que ça allait être ça le sens unique de ma vie, ça me permet d'être réellement content quand d'autres personnes ont du succès aussi. Tandis que j'ai peur que si ça devient mon métier, je commencerai à devenir peut-être jaloux puis je veux vraiment pas ça pour moi. Je comprends. Parce qu'il y a quand même une montée présentement, par exemple, de journalistes qu'on va retrouver de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et je suis tellement content. Oui, pour vrai, je trouve que la discussion devient de plus en plus variée. Puis ça fait aussi en sorte que, tu sais, par exemple, toi, t'expliques d'une certaine manière, mais peut-être qu'il reste quelques ombres pour moi qui apprend d'une autre manière, par exemple. Mais là, on va avoir d'autres gens qui vont rentrer dans la discussion, qui vont expliquer d'une manière différente. En tout cas, justement... Ou qui vont me le dire si je me suis trompé. Oui, c'est ça. Là, ça ouvre comme plus la discussion à, OK, bon, on a juste une source d'information versus on a plusieurs sources d'information. Puis tout ça reste, à mon avis, un peu dans le divertissement parce que nous, bon, on est très présents sur les réseaux sociaux, mais c'est majoritairement pour faire du divertissement. Mais à mon sens, à moi, dans mon algorithme, je vais avoir 2 vidéos divertissantes. Puis là, je vais tomber sur une de tes vidéos à toi. Puis à la fin de la soirée, je vais me coucher puis je vais tomber sur... le résultat, c'est que je vais être divertie et informée. Fait que c'est quand même... Puis c'est vraiment un rôle important que vous avez, je vais dire toi, mais les autres aussi, journalistes qui sont sur les réseaux sociaux, parce que tu l'as dit, les 35 ans et moins consomment de moins en moins de médias traditionnels qui étaient, ou qui est peut-être encore la source principale d'information, mais les jeunes, j'ai l'impression qu'ils s'informent moins que la génération qui les précède. Est-ce que tu as ce même son de cloche-là, toi aussi? Ouais, ben, première des choses, c'est que moi, je me considère pas journaliste. Je pense pas que ce que je fais, c'est du journaliste. Comment on peut appeler ça? Comme un...
Comment, tu sais, Je ne sais pas encore. Il y a pas Ouais. encore la terminologie autour de ça n'existe pas encore. Ouais. C'est juste le fait, par exemple, qu'on se fait tous appeler influenceurs. Ouais. Mais tu contribues à informer. Oui, ça, je pense que Et oui, à je contribue influencer à d'une informer certaine et manière. influencer aussi. Je m'en gêne pas. Là. Je le dis toujours, je suis pas neutre. J'essaie pas d'être neutre. Je suis pas objectif. J'essaie pas d'être objectif. C'est pas dans mes buts. Mais l'information, il faut qu'elle soit bonne à la base. Alors oui, je contribue à informer les gens. Je pense que justement, la question de c'est qui un journalisme est une question qui va être très importante à l'avenir. Parce qu'avant, la question ne se posait pas. Un journaliste, c'est quelqu'un qui travaille pour une institution journalistique. Puis la raison pour ça, c'est que la seule façon d'avoir la portée qu'on voulait, il fallait avoir une grande capitalisation. Il fallait avoir soit des presses ou des antennes, des micros, des choses qui coûtaient beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Tandis qu'aujourd'hui, n'importe qui, je veux dire, moi, mon studio au complet, il est dans ma poche présentement. Ouais. Alors, les lignes entre c'est qui est un journaliste et qui ne l'est pas deviennent un peu moins claires et je pense qu'il va falloir la clarifier si justement on veut parler de la qualité de l'information, surtout envers les jeunes qui n'écoutent plus la télé. Puis est-ce que tu vois ça à l'inverse comme un enjeu un peu? Parce que, tu sais, il y a plusieurs médias que leur objectif est de donner, de relater des faits de manière objective versus sur les réseaux sociaux. On va toujours voir quelque chose qui est teinté d'une opinion ou quoi que ce soit. Est-ce que tu vois un effet pervers peut-être là-dedans? Ben, il y a des journalistes maintenant qui travaillent et qui appliquent leur éthique. Leur éthique, je veux dire, il y a certaines questions à propos des normes qui s'appliquent peut-être moins à la réalité économique des réseaux sociaux, mais en général, qui vont appliquer les standards qu'on accepte généralement comme étant les standards journalistiques. Il y en a de plus en plus. Les institutions journalistiques sont pas sur Instagram parce qu'ils sont bloqués par Meta, mais ils sont sur TikTok, ils sont sur Blue Sky, ils sont ailleurs. Et je les encourage tous à venir faire ça. C'est un nouveau médium comme un autre. Alors, à mesure que je pense que l'espèce de incertitude envers les médias sociaux se met de côté dans les grandes institutions d'information, ils vont commencer à occuper cet espace-là aussi. Penses-tu que ça devrait être réglementé davantage ou au contraire, ça brimerait un peu ou contraindrait justement les gens qui se retrouvent sur les réseaux sociaux? Je pense qu'éventuellement, il va falloir de la réglementation, mais on n'est pas tout à fait rendu là encore. Mais si je ne me trompe pas, sur Meta, avant que le gouvernement, parce que c'est vraiment, tu vas pouvoir m'informer là-dessus, Farnell, mais je crois que c'est vraiment plus le gouvernement qui a bloqué Meta avec les informations journalistiques par rapport à des taxes et des impôts qui étaient, ils se sont pas entendus sur comment ça pourrait être. Le gouvernement a juste dit, bon, ben OK, nous, le journalistique, c'est plus sur Meta. C'est ça qui s'est passé, je ne me trompe pas. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement fédéral, sur le projet de loi C12, je pense, qui est maintenant depuis quelques années que ça existe, a dit, si vous êtes une plateforme numérique et sur votre plateforme numérique, les usagers peuvent partager des nouvelles, vous devez payer une redevance aux sources de nouvelles journalistiques. C'est ça. Alors, et eux ont refusé. C'est ça. Alors, Meta a dit, nous, on ne veut pas la payer, alors on bloque. On ne fait pas ça dans les autres pays, on ne le fera pas ici. C'est ça, exactement. On bloque. Est-ce que tu penses que ce serait positif que le gouvernement revoie sa position là-dessus pour que les jeunes puissent être informés? Parce que au Québec, la presse, Le Devoir, Journal de Québec, Journal de Montréal sont des sources d'informations très importantes, très fiables, que là, une bonne partie de la population, les jeunes, n'ont plus accès sur les réseaux sociaux. Oui, mais je remonterais même une étape avant. Si ce projet de loi-là, ça a été à la demande des médias institutionnels. Je veux dire, c'est pas le gouvernement tout seul qui a décidé ça. Et je pense que si les médias institutionnels ont fait cette demande-là, c'est parce qu'ils croyaient encore avoir le gros bout du bâton. Donc, la preuve est faite, ils l'ont pas. C'est ça. Alors, ils sont un peu tirés dans le pied. Oui. Alors, puis là, je blâme pas les journalistes individuels. Là, c'est pas de leur ressort. Non, c'est des décisions qui ont été prises dans des salles de conseil d'administration, qui ont été prises avec des fichiers Excel puis par des gens qui pensent plus dans ces termes-là. Mais clairement, la preuve est faite. Meta n'a pas besoin des médias institutionnels et les médias institutionnels ont besoin de Meta. La réalité du pouvoir a changé. C'est peut-être pas une réalité du pouvoir qui est très positive. Quand je parle d'éventuellement réglementer, peut-être qu'il faudrait revoir ça aussi, mais ça reste que pour l'instant, l'approche ne fonctionne pas et mène à des jeunes qui sont tellement mal informés. Puis je dis des jeunes, je veux dire, Facebook, la moyenne d'âge doit être dans la quarantaine maintenant. Alors, c'est des citoyens qui sont mal informés en général. On a des modèles différents. Je pense, par exemple, à la fin des années 90, début 2000, avec Napster puis tout ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une taxe sur les CD vierges.
C'est quoi, ce Napster pour nous de 31 ans? Le Napster, c'était... il y a eu Napster et LimeWire. C'était des applications qui permettaient de transférer de la musique. OK, oui. Ça par... alors, ce que le gouvernement au Canada a fait, et d'autres gouvernements à travers le monde ont fait, c'est... on a ajouté une taxe sur tous les CD vierges. OK. En se disant, probablement que ce CD-là va être utilisé pour recopier de la musique. Alors, on va juste tout de suite mettre une taxe dessus, qu'on va mettre dans un gros pot, qui va ensuite être redistribué à travers tous les créateurs de musique. C'est un système qui est pas parfait, mais qui est quand même pas mauvais. Alors, au lieu de dire, c'est juste, vous avez juste Facebook, vous êtes obligé de payer les médias si vous passer leurs nouvelles, on pourrait juste dire, on a une taxe additionnelle sur toutes les plateformes numériques parce que toutes les plateformes numériques gagnent une partie importante de leur valeur par le fait qu'ils sont des vecteurs de transmission d'information. Et cet argent-là, on va le remettre à ceux qui ont créé l'information. Fondamentalement, je pense que l'enjeu économique, c'est ça, c'est qu'avant, le coût de production de l'information était attaché à le centre de profit qui est de transmettre de l'information. Ça coûte cher produire de l'information, c'est très profitable de transmettre de l'information. Maintenant, on a dissocié les deux. Ce qui fait que quelqu'un comme le bureau d'enquête, je pense, par exemple, du Journal de Montréal, peut passer des mois à faire enquête. Ça coûte extrêmement cher pour arriver à quelque chose qui va attirer énormément d'attention, mais toute cette attention-là va aller à Facebook. Alors, c'est eux qui vont se faire les profits. Il y a une injustice là que je comprends, mais la façon actuelle d'essayer de le régler... S'ils veulent continuer de faire leur devoir ou d'atteindre leur mission, il y a des compromis à faire, d'une certaine manière. Puis toi, quand tu vois, mettons, ce genre d'injustice-là ou ce genre d'enjeu-là, t'en fais un devoir, évidemment, de le communiquer, tout ça, mais est-ce que tu as une envie d'être actif, par exemple, ou de t'impliquer, d'être toi-même un activiste ou de porter des actions pour faire qu'il y ait des changements? Oui, la première étape à faire des changements, c'est d'informer le public. Dans une démocratie, c'est le principe de base. C'est l'attention du public. C'est le seul outil politique ultime. Toutes les autres choses sont juste des façons de manier l'attention du public. Alors, je veux dire, je considère que mes choix dans ce que je vais rapporter sont devenus un peu des choix politiques. Et j'en suis conscient. Puis ça, c'est quelque chose que je ne sais pas exactement quand le déclic s'est fait, mais c'est sûr que quand j'avais 500 abonnés, c'était pas vrai. Quand j'avais 500 abonnés, il n'y avait pas un aspect de, je fais un choix de où est-ce que je vais attirer l'attention. Mais maintenant que j'en ai 170 000, la réalité n'est pas tout à fait la même. Et je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas encore exactement comment je me situe là-dessus. C'est une nouvelle responsabilité qui n'existait pas dans ma vie il y a 4 ans. C'est ça. Et je n'ai pas encore vraiment fait le travail de réaliser exactement qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Te vois-tu dans le futur, justement, aller porter des actions qui vont être au-delà de l'information ou c'est pas nécessairement quelque chose que tu te vois faire dans le futur? Oui, je voudrais le faire. Il faudrait juste que je le fasse d'une façon que je suis convaincu que c'est la meilleure façon pour moi de le faire. Ça, c'est pas facile. Comme je disais, il y a encore un travail interne, il y a un cheminement à faire. Ouais, c'est un bon mot. Oh mon Dieu, je comprends. Farnell, tu es quand même avocat en droit des affaires à New York. Faut le mentionner. On le mentionne parce que le barreau... C'est ça, je me pète pas les bretelles, là. C'est juste parce que sinon, le barreau du Québec me renvoie des rappels qui sont parfaitement légitimes. Je suis pas membre du barreau du Québec. Tu n'as jamais été membre? J'ai jamais été membre. J'ai échoué l'examen du barreau du Québec 2 fois. Oh! Pour ça, j'ai pas de misère à le dire, là, parce qu'il y a un gros tabou autour de ça, particulièrement dans le monde juridique. Mais je veux dire, ça arrive, des gens qui échouent l'examen du barreau. Moi, je l'ai échoué 2 fois. Mais c'est quand même... Non, mais c'est quand même une statistique qui est pas négligeable là, de monde qui échoue le barreau, si je me trompe pas. As-tu une stat par rapport à ça? Ça varie d'une année à l'autre de 20 à 40 %. C'est ça, j'avais quand 30 même. Hein? Ouais. Okay. Mais dans le fond, parce que comment ça a fonctionné? Tu as fait le barreau, justement, j'imagine, aux États-Unis. Oui. Puis là, après, ça te donne le droit de simplement faire l'examen ou parce que je sais qu'il y a des cours qui sont reliés à ça quand même? Oui, c'est un peu différent au Québec qu'à New York et chaque État aux États-Unis est un peu différent aussi. Ouais, mais oui, tu sais, alors au Québec, il y a une école du barreau qui fait de 4 à 8 mois, mais ça, il y a des réformes depuis que moi je l'ai fait, alors je suis peut-être plus à jour là-dessus, qui mène après ça à un examen. Moi, je savais déjà que j'avais ma job à New York, alors il fallait absolument que j'aille le barreau de New York. Oui. Je me suis dit, je vais essayer le barreau du Québec en même temps. Comme ça, alors j'ai fait l'idée très stupide de faire les deux en même temps. Oui. Alors, et c'est pour ça. donner un méchant défi.
c'est une des raisons principales pourquoi j'ai échoué le barreau du Québec. C'est que je faisais 8 heures de barreau du Québec, 8 heures du barreau de New York, je dormais 8 heures. J'ai fait ça pendant des mois. C'était hyper malsain pour ma vie. Et puis, finalement, j'ai pas été capable de tout rattacher ces choses-là. J'ai mis l'énergie là où il avait besoin. Oui, plus, hein. Puis, c'est ça. C'est-tu une ambition? Est-ce que tu voudrais le passer éventuellement? Parce que pour ton ego, là. Pour mon ego, ouais. Parce qu'au final, t'en as pas besoin, d'une certaine manière. C'est une crotte sur mon ego encore aujourd'hui d'avoir échoué cet examen-là 2 fois. Tu sais, je l'ai encore... Mais c'est bon que tu le communiques. Oui, mais tu le communiques. Il faut briser les tabous là-dessus. Oui, il y a plein de gens qui passent par là, puis si on n'en parle pas, t'as toujours l'impression d'être seul. Et moi, je me souviens avoir reçu mon résultat. Je me sentais seul au monde parce que pendant ce temps-là, tous mes collègues étaient en train de célébrer sur les réseaux sociaux, justement. Tu sais, je voyais tous les gros messages, les gens qui popaient des bouteilles de champagne. Puis moi, pendant ce temps-là, c'est comme le résultat de tellement d'années d'efforts. C'est ça, tu sais. Puis moi, j'étais tout seul chez moi, je me sentais petit en maudit. Alors, si je peux démystifier là, c'est correct. Est-ce que tu caresses encore le rêve de le faire un jour? Ouais, pendant un certain temps, je me suis dit, je vais aller faire le barreau de Paris. Et puis, comme ça, je vais comme ça, parce qu'il y a une entente Québec-France là-dessus. Okay. Alors, si tu as un barreau français, tu es reconnu comme. T'es reconnu au Québec, avec certains bémols, astérisques, tout ça. Mais je me suis dit que ce serait comme. Pour moi, ce serait la joke ultime d'avoir le barreau de New York. J'ai le barreau de l'Ontario aussi. C'est quand même pas pire, là. Oui, oui. Alors, avoir le barreau au sud, le barreau à l'ouest et un barreau de l'autre côté de l'Atlantique à l'est pour justement pouvoir pratiquer. Mais je ne suis pas encore rendu. Est-ce que tu peux. Est-ce qu'il y a comme un maximum de fois que tu peux passer le barreau? Tu peux le faire tant sur longtemps que tu as de l'énergie. Mais c'est beaucoup de travail. C'est 8 mois chaque fois. Je pense qu'il y a une version courte maintenant. Ouais, maintenant, je serais éligible pour la version courte parce que je suis un avocat professionnel dans d'autres juridictions. Je peux faire un transfert, ce qui est un peu plus facile. Mais pour quelqu'un qui a rien, chaque fois, il faut que tu refasses le processus complet. Là, moi, je suis très curieuse par rapport à ta carrière d'avocat à New York. Ta clientèle cible, c'est qui? C'est quoi? Tu es en M&A, je pense, en acquisition d'entreprise? Je fais un peu de M&A. Je fais surtout, à vrai dire, du securities law. En français, c'est du droit des valeurs mobilières. Ça, c'est les compagnies qui sont cotées en bourse, qui ont toutes sortes d'obligations envers leurs actionnaires, envers le gouvernement. Je fais largement ça. Je fais un peu de droit transactionnel, vraiment du M&A. Et puis, je fais aussi beaucoup de fonds d'investissement privés. Alors ça, c'est des fonds d'investissement qui ne sont pas cotés en bourse, qui sont juste pour des investisseurs institutionnels. OK. Fait que... C'est quoi, mettons, le client type, exemple? Ça va être quoi son portrait? Typiquement, ça va être des énormes institutions financières qui ont des actifs un peu partout à travers le monde. Ça va être des gestionnaires de portefeuilles d'investissement de plusieurs, typiquement de plusieurs dizaines, de plusieurs centaines de milliards de dollars qui vont acheter, par exemple, le plus récent que j'ai fait, sans trop rentrer dans les détails pour des raisons évidentes, c'est quelqu'un qui a acheté un portefeuille de centres d'achat. Alors, il a acheté à peu près 120 centres d'achat à travers les États-Unis comme en un coup. C'est des montants qui sont c'est astronomique. Oui. Mais c'est drôle parce que faire une transaction de 120 centres d'achat puis faire une transaction d'un stationnement, c'est à peu près le même travail. C'est un peu plus de travail, mais pas tant plus de travail. Puis j'imagine que toi, tu es impliqué au niveau de toute la validation des présentations qui sont faites. C'est comme tu dis, 120 centres d'achat, j'imagine qu'il faut que tu vérifies les baux en vigueur puis tout ça. Généralement, ce qu'on fait maintenant pour justement pas passer tout notre temps, des avocats. J'ai fait ça longtemps quand j'étais avocat junior, tout vérifier ça. Mais typiquement, dans les contrats aujourd'hui, on va juste demander au vendeur de signer un document comme de quoi il certifie que toutes ces choses-là sont vraies. Alors, oui, il faut quand même que tu fasses une vérification toi-même, mais si ça s'avère à ce que quelque chose qui n'est pas vrai et tu ne l'as pas vu, c'est le vendeur qui est responsable. OK. Puis toute la portion financement, ça, c'est attaché par d'autres personnes? Toi, tu ne touches pas à ça? Quand ça va être financé par des banques, on va négocier des prêts, on va négocier des formes de financement alternatifs souvent. Alors oui, je suis impliqué dans le processus au complet. Dépendant du client, dépendant de ce qu'il veut, dépendant de ce qu'on représente. Mais je veux dire, généralement, dès que l'entente en principe est atteinte, c'est les avocats qui vont essentiellement gérer le dossier jusqu'à la signature finale. T'as-tu fait ça dès que tu es arrivé à New York ou tu as commencé avec des plus petites transactions avec des entrepreneurs qui achetaient une autre entreprise de leur taille, des choses comme ça? Non, mon tout premier projet était un montant qui était plus grand que le budget annuel du gouvernement du Québec.
Mais j'étais pas tout seul là-dessus. Non, Là. On c'est est une ça. équipe, puis moi, j'avais une très, très petite partie du dossier à gérer. Mais oui, on commence, ça a toujours été, on commence gros. Ouais. Directement, t'as les mains dedans. C'est Fascinant. cool pour vrai. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus faire là-dedans? J'imagine, tu sais, t'es pas comptable, t'es bien des affaires, mais t'es pas comptable. Je suis pas Il doit y avoir une grosse portion de finance, comptabilité. Ben, une des choses qui est le travail. fun là-dedans, c'est que parce que justement, l'importance est tellement élevée, si tu as besoin d'un comptable, tu vas voir un comptable. C'est ça. Pour eux, pour ces gens-là, je veux dire, C'est payer pas un un 100 000 enjeu. d'honoraires de comptable, c'est rien. Là. Alors, dès que tu as besoin de quelque chose, Bord tu vas au voir pen, l'expert, le meilleur qui va te donner les conseils qu'il te faut. Alors, oui, j'ai des notions de base en comptabilité, je suis obligé, tout comme j'ai des notions de base en plein d'autres choses. Mais dès qu'il y a un enjeu là-dessus, je suis comme non, on va voir un expert là-dessus, c'est pas moi qui gère ça, je peux pas prendre le risque moi-même. Puis là, tu dis que maintenant, tu es à contrat, donc tu prends les dossiers qui t'intéressent ou bref, selon ce que tu as envie. Est-ce que c'est dans tes plans peut-être d'avoir ton propre cabinet un jour? Pour ça, il faudrait que j'aie le bon du Québec en premier. Alors, non, c'est pas dans mes plans. Si j'étais pour faire quelque chose du genre, je changerais complètement de pratique. Je ferais peut-être... Une autre carrière, une ouais, troisième, quatrième carrière. Je ferais du Droit criminel. Ouais, non, tu vois, non, c'est drôle. On m'a souvent demandé pourquoi du droit des affaires, puis ma réponse, c'est sincèrement parce que à faire du droit criminel ou du droit de la famille, je serais radié du barreau en une semaine. J'ai pas la force de caractère nécessaire pour accepter Ouais. une décision avec laquelle je suis défavorable en sachant que ça va affecter la vie réelle d'une personne. Ouais. Tu sais, l'avocat en droit criminel, par exemple, s'il se trompe ou s'il y a quoi que ce soit, ou il y a un problème, ben, c'est la liberté de quelqu'un qui est en jeu. Ouais. Moi, si je me trompe, c'est juste l'argent des riches. Là. Je veux dire, je dis pas ça en disant que c'est pas important, mais que l'enjeu est pas au niveau humain. Non, Alors, il y a un détachement qui est un peu plus facile. Puis est-ce que tu vois une contradiction? Parce que, tu sais, mettons là, tu vas défendre ou tu vas aider des gens qui sont très capitalistes à faire plus d'argent versus ta mission qui est très sociale, mettons sur les réseaux sociaux. Comment tu te sens dans cette contradiction-là? Fondamentalement, je suis un capitaliste. Le capitalisme. Difficile de pas l'être dans une société qui est très capitaliste. Mais je veux dire, je crois que c'est une bonne chose de dire que le propriétaire de quelque chose devrait aussi être propriétaire de ce que cette chose-là produit. Si on réduit le capitalisme à son essentiel, c'est ça. Là, on peut parler en long et en large de mille et une façons de réglementer le capitalisme. Je pense que la façon que notre capitalisme actuel est réglementé est peut-être pas réglementé d'une façon particulièrement humaine. Pour avoir vécu à New York, j'ai vu la démesure de la déshumanification de la réglementation du capitalisme, mais on a quand même ça aussi chez nous. Je pense qu'il y a de la place pour de l'humanité à l'intérieur d'un système où tu es propriétaire de ce que tu produis. Le reste, selon moi, c'est des questions de réglementation, c'est des questions de dire jusqu'où tu peux aller. Je pense qu'il y a des choses que c'est correct qu'on dit ça, c'est à l'extérieur du marché. Aux États-Unis, on peut vendre notre sang. Au Québec, c'est pas permis. Aux États-Unis, tu peux vendre ton sang. Tu peux vendre ton sang, oui, mais ce qui est dans une logique capitaliste parfaitement adéquate, sauf que ça vient avec toutes sortes de problèmes sociaux. Ouais. C'est que le type de personne qui va vendre son sang, c'est probablement pas le même type de personne qui va le donner altruistiquement. Est-ce que comme les mères porteuses aux États-Unis sont rémunérées? Peut-être je suis en dehors des Il n'y a pas un gros marché pour ça, mais ça varie d'un État à l'autre. Okay. Mais oui, il y a certains États où les contrats de mère porteuse sont respectés, sont reconnus. Ils ne sont pas au Québec. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un contrat de mère porteuse, c'est juste que si jamais il y a un problème avec ton contrat, la Cour va dire que ce n'est pas notre problème. Mais c'est pas illégal de rémunérer... C'est pas illégal. Non, OK. Au Québec? Hein? C'est juste que si la mère porteuse décide de ne plus respecter l'entente, les parents n'ont aucun recours. Okay. Alors, c'est pas illégal, c'est juste que l'État ne va pas s'en mêler si vous avez un problème. Alors, l'État ne va pas vous aider. C'est comme un trou, un vide, quelque chose. C'est ça. C'est de la même façon que, je veux dire, je peux donner des cadeaux à mes amis. Et puis, si mes amis arrêtent de me donner... Si je donne un cadeau à mon ami à sa fête, puis lui ne m'en donne pas à ma fête, je peux pas aller voir le juge et dire « Hey, j'ai donné un cadeau ». C'est un peu de la même façon. Je comprends. Tu te dis fondamentalement capitaliste. Est-ce que tu penses qu'au Québec, fiscalement, c'est encore avantageux pour les entrepreneurs de développer? Avantageux au sens purement fiscal, si on parle en dollars, certainement moins qu'ailleurs. Ouais. Mais pour moi, je suis très confortable avec un capitalisme qui a une part d'impôt importante, particulièrement pour ceux qui ont la capacité d'emporter.
Et je ne vois pas nécessairement une contradiction là parce que oui, c'est vrai qu'un entrepreneur va probablement avoir moins d'argent dans sa poche à la fin de l'année au Québec que s'il décidait, par exemple, d'aller au Delaware. Pas de doute là-dessus. Mais il va avoir accès à une société qui a beaucoup plus de stabilité sociale, à un environnement bien meilleur pour sa famille, à une main-d'œuvre beaucoup plus éduquée. Et toutes ces choses-là sont des avantages qui sont très difficiles à quantifier. C'est très difficile à dire, bon, ben ça me vaut X montant. Mais je pense que dans l'ensemble... C'est comme la zone grise que tu vois qui n'est pas une contradiction entre le capitalisme et un peu l'aspect social qu'on a ici au Québec. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a une façon de créer, de réglementer une économie de libre marché à l'échelle humaine. C'est un discours que je trouve intéressant parce que souvent, les gens qui vont prôner plus un parti socialiste vont complètement mettre de côté la portion qui est capitaliste. Fait que je trouve ça intéressant justement de se trouver les deux. Je pense que c'est parce que généralement, eux, quand ils pensent au capitalisme, ils pensent au capitalisme dans sa forme actuelle. Oui, et puis ils vont penser au capitalisme dans sa forme actuelle presque caricaturale. Mais il y a d'autres façons d'imaginer un capitalisme sain, humain. C'est juste, ça demande un travail. Tu as un espoir en un capitalisme meilleur, plus social, plus adapté. Il y a des façons qui varient de très simple à très radicales de faire ça, mais à l'intérieur de notre système actuel, par exemple, les coops d'employés, ça peut exister, ou un entrepreneur qui veut vraiment avoir une main-d'œuvre motivée, qui veut dire à ses employés, vous êtes des partenaires dans ma réussite, il peut lui offrir des parts. Et ça existe des modèles d'entreprise du genre qui ont généralement un certain succès. On pourrait aller jusqu'à dire, par exemple, on exige que les syndicats aient obligatoirement une part des actions de la compagnie pour s'assurer qu'il y ait moins de clash, justement, parce que ça va aligner les intérêts entre les employés et les propriétaires. Je ne dis pas qu'on doit faire ça, mais il y a des façons de le faire. C'est un modèle qui existe ailleurs dans le monde? C'est des modèles de coopératives. Je veux dire, une coopérative, c'est une entreprise qui appartient à 100% à ses employés. On pourrait avoir des entreprises qui appartiennent à 10% à leurs employés, ce qui donne quand même, je veux dire, que tous les employés reçoivent un bonus à la fin de l'année en fonction des profits de l'entreprise. Ça va aligner l'intérêt de tous les employés au profit de l'entreprise. J'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Kiewit, une compagnie aux États-Unis, une compagnie de construction, qui a un modèle très similaire à ça, où tout le monde, allant du PDG jusqu'à littéralement l'employé qui ramasse les poubelles, ont tous une part des profits de la compagnie. Pas 100%, mais une part quand même. C'est des modèles d'affaires que je pense qu'on devrait explorer. Mais il y en a quand même beaucoup au Québec. Il y en a beaucoup, oui. Puis je pense on pourrait, par exemple, parler d'une réglementation fiscale qui donne un avantage à ce genre de choses-là. Si on veut, par exemple, moins taxer les profits qui sont redistribués aux employés de la compagnie, je pense que ce serait une discussion parfaitement légitime à avoir. Il y a des façons, ça demande un peu d'imagination. Ça demande aussi à ceux qui sont peut-être réticents à la réalité actuelle du capitalisme, d'aller voir un peu plus loin que ce que c'est présentement et d'essayer de s'imaginer des façons que ça pourrait être différent sans nécessairement être obligé d'abandonner le système au complet. Parce que j'ai l'impression, en tout cas mon impression personnelle, qu'au Québec, on a beaucoup de cynisme par rapport à ça. On n'a pas espoir nécessairement en le fait que ça va changer ou qu'il va y avoir de la nouvelle réglementation ou en tout cas que ça va évoluer dans un sens où tout le monde pourrait avoir des intérêts partagés puis tout le monde pourrait y trouver son plus. Mais je pense que c'est vrai qu'on a un cynisme, réticence à ça. Je pense que c'est largement culturel. On a des gros tabous au Québec à parler d'argent. Mais je pense que si on peut passer au-delà de ça, on a une des sociétés qui serait les plus ouvertes à ce genre d'expérimentation-là. Et on pourrait être un laboratoire d'expérimentation qui aurait, après ça, un impact positif sur le monde au complet. Puis dans ce sens-là, est-ce que toi, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, la politique? Est-ce que tu caresses peut-être un jour le rêve d'avoir cet impact-là ou de prendre ce genre de décision pour la société? Je vais commencer à répondre à la question, pour ça je vais répondre à la question derrière ta question. La question, faire de la politique, c'est pas juste se présenter aux élections. Ce qu'on fait maintenant devant une caméra, c'est de la politique. Faire de la politique, c'est juste parler de l'ensemble des façons qu'on s'organise en tant que société. Alors, il y a énormément de façons différentes de faire ça et il faut le réaliser, il faut le faire avec tout le respect que ça vient. Mais se présenter aux élections, c'est ça, je pense, la question derrière ta question. Il faudrait que je sois convaincu que c'est la meilleure façon pour moi d'avoir l'impact que j'aimerais avoir. Puis j'ai travaillé sur des campagnes électorales. J'ai été directeur de campagne pour un de mes bons amis en 2015, encore en 2019 et encore.
Alors, pour avoir un peu baigné là-dedans, je réalise qu'il y a bien des députés qui ont probablement moins d'influence que bien d'autres personnes. Selon moi, pendant longtemps, si on me demandait c'est qui l'homme politique le plus puissant au Québec, je répondais Richard Martineau. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je veux dire... Qui peut diriger l'opinion publique. Oui, c'est ça. Quand Richard Martineau décide d'écrire une chronique où lui, il attire l'attention du public sur une chose puis il dit « Hey, on devrait faire ça », ben, il y a un 30-35 du public qui va être d'accord avec lui. Puis 30-35 du public, tu formes un gouvernement avec ça. Oui. Farnell, notre entrevue tire à sa fin. On aime toujours ça en apprendre un peu plus là, sur le côté personnel. Tu as mentionné que tu n'avais pas d'enfant. Est-ce que c'est un choix ou ça a juste à donner comme ça? Pour le moment. Ben, c'est avec le train de vie que j'ai eu, très nomade, très d'une place à l'autre, à travailler, comme je disais, 120 heures semaine, c'est tough. Et ça, je l'assume pleinement, c'est un choix. J'ai choisi de vivre comme ça. Je veux dire, maintenant, j'ai 37 ans, j'ai l'avantage d'être un homme. Notre horloge pousse un peu plus loin. Je sais pas encore. Je suis pas fermé à l'idée, mais je suis pas rendu là. T'es un oncle quand même. Est-ce que ça t'a donné envie de... Ah, mais un oncle, c'est la meilleure vie. T'es avec quand il est le fun, puis quand il arrête d'être le fun, tu le remets à ses parents. T'sais. Alors, mais oui, j'adore mon neveu. Et puis, je suis à l'âge maintenant, la plupart de mes amis commencent à avoir des enfants, ont des enfants. J'adore aller les voir aussi. J'adore les enfants. Mais je pense qu'il faudrait moi-même que je me sente dans une situation peut-être un peu plus stable avant de vouloir penser à ce genre de choses-là. Je comprends. On a des questions en rafale pour toi aussi. Des questions de type un peu plus fermé. Bon. Donc, oui, non, réponse. OK. Des oui, non. Des oui, non ou une phrase. OK, une phrase, parfait. Des courtes. Ouais. Donc, s'il y a des choses que tu n'es pas à l'aise de répondre, tu peux le mentionner. Bon. Sinon, ça va aller en rafale. Première question. L'enjeu social le plus criant au Québec actuellement? L'équité fiscale. L'équité fiscale, intéressant. Est-ce que le vote devrait être obligatoire? Non. Pour ou contre la séparation du Québec? Il me faudrait un projet. Je vais projet par projet. Je suis pas contre l'idée. C'est juste que je suis quelqu'un qui aime pas les chèques en blanc au gouvernement. Alors, qu'on me présente un projet concret avant, je vais le regarder. Pour ou contre un salaire minimum à 20 $? Pour aux endroits où le coût de la vie est suffisamment élevé pour le justifier, pas partout. Plus d'investissement en santé ou en éducation? En éducation. Est-ce que l'urgence climatique devrait primer sur l'économie? Oui. Ton passe-temps favori? J'ai un petit jardin chez moi. Ah! Ouais, c'est ça maintenant mon passe-temps favori. Abolir la monarchie au Canada? Oui. Oui, facile. Pour ou contre plus de privé en santé? Neutre tant et aussi longtemps que tout le monde, peu importe leur classe économique, a accès aux mêmes services. Bonne réponse. Ouais. Farnell, merci beaucoup d'avoir été là. C'était super intéressant. Un énorme merci. Merci à vous. Je sais pas pour toi, Ellie, mais j'ai adoré cette discussion. Il y a tellement de choses que j'aurais aimé aborder avec Farnell. On a parlé de politique, on a parlé d'enjeux sociaux, on a parlé de capitalisme, on a parlé de socialisme. Ouais. Et on en a appris plus sur sa carrière qui est, soit dit en pensant, absolument incroyable. Il y a tellement d'études, il y a tellement de choses à dire, tellement d'opinions. Oui, c'était très intéressant. Puis je trouvais ça le fun parce que c'est rare qu'on a des conversations politiques avec autant de nuances. Oui, que c'est pas blanc ou noir, droite ou gauche. J'ai trouvé ça super intéressant. Si, comme nous, vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir toujours plus de contenu sur des personnalités publiques d'ici pour en apprendre un peu plus sur leur vie personnelle, mais aussi sur tout ce qui les entoure.